Encore les aides sociales? Mon frère Harry. Père s'est étouffé avec son vin quand le majordome a apporté le Forbes de demain, rencontrer le PDG milliardaire le plus secret de la tech. Mon nom est Étienne Allard, j'ai 36 ans, et j'ai toujours été la déception de la famille. Je conduis ma vieille Peugeot 308 sur la route sinueuse qui mène à Écully, la banlieue la plus huppée de Lyon, où l'air lui-même semble coûter plus cher. Ce soir, mes parents célèbrent leurs 40 ans de mariage. Et comme chaque année, je suis convoquée pour jouer mon rôle, celui du fils raté, du projet avorté, du rappel constant que tout le monde ne peut pas réussir. Derrière mon apparence ordinaire et mes vêtements achetés chez Uniqlo se cache un secret d'une valeur de 11 milliards d'euros. Mon frère, Bastien, l'héritier parfait, va bientôt lancer sa pique habituelle sur mes finances précaires. Il ignore que dans exactement 2 heures, à 20h30 précise, notre majordome, Marcel, entrera dans la salle à manger avec un exemplaire en avant-première du magazine Forbes. Avec mon visage en couverture. Le titre, rencontrer le PDG milliardaire le plus secret de la tech. Si vous voulez être témoin du moment où j'ai enfin fait taire ma famille toxique après des années de mépris, laissez un commentaire pour me dire depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez, et quelle heure il est chez vous. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire de vengeance bien méritée. La voiture s'arrête sur le gravier crissant de l'allée. Je me gare délibérément à côté de la Porsche Taycan de Bastien et du Range Rover de mon père. Le contraste est presque comique. Ma modeste berline, fatiguée par des années de service, semble s'excuser d'exister à côté de ces monstres de luxe et de puissance. C'est exactement comme ça que ma famille me voit, une anomalie, une tache sur leur tableau parfait. Pendant un instant, l'envie de faire demi-tour me saisit. C'est une sensation familière, une vieille amie. La boule au ventre, le souffle court. L'anticipation des sourires forcés, des questions condescendantes, du jugement silencieux dans chaque regard. Pendant 12 ans, j'ai enduré ces dîners. J'ai joué le jeu. J'ai encaissé les coups avec un sourire poli, sachant que ce jour viendrait. Mais ce soir, c'est différent. Ce n'est plus un fantasme. C'est un plan, orchestré au millimètre près. Mon assistante m'a confirmé que le coursier spécial de Paris était en route. Le magazine est dans sa sacoche, avec une note, urge, à remettre en main propre à Monsieur Étienne Allard à 20h30 précise. Je sors de la voiture, le cadeau pour mes parents à la main, une bouteille de vin si chère que son prix paierait 6 mois de loyer pour mon premier appartement. Ils ne le sauront jamais, bien sûr. Pour eux, ce sera juste une autre bouteille. Je respire profondément l'air frais et parfumé des jardins manicurés de la propriété. J'ai préparé cette soirée pendant 12 ans. 12 années de travail acharné, de solitude, de sacrifices qu'ils n'ont jamais vus et qu'ils ne comprendront jamais. Ils pensent me connaître. Ils pensent avoir tout compris. Ils sont sur le point de découvrir à quel point ils se trompent. La lourde porte en chêne s'ouvre avant même que j'aie pu sonner. C'est Marcel, le majordome, qui a servi ma famille depuis que je suis née. Contrairement aux autres, son sourire est sincère. Il est le seul dans cette maison à ne m'avoir jamais regardé de haut. Ses yeux pétillent d'une chaleur qui me fait du bien. Bonsoir, monsieur Étienne. La famille est au grand salon. Je hoche la tête, lui confie la bouteille de vin, et avance dans le hall d'entrée. Le son des rires étouffés et des verres qui trinquent me parvient. Le son de mon procès annuel. Je serre les poings. Ce soir, le verdict sera différent. J'ai préparé cette soirée pendant 12 ans. Mais je n'avais pas prévu à quel point leur dernière insulte, celle qui allait tout déclencher, serait aussi cruelle. Pour comprendre ce soir, il faut comprendre l'univers dans lequel j'ai grandi. La famille Allard n'est pas simplement riche, elle est une institution à Lyon. Mon père, Grégoire, est parti de rien pour bâtir un empire financier. C'est un homme dur, forgé par le travail, qui ne respecte que la réussite visible, quantifiable, traditionnelle. Les diplômes des grandes écoles, les portefeuilles d'actions, les biens immobiliers. Pour lui, tout le reste n'est que du bruit. Ma mère, Isabelle, vient d'une vieille famille bourgeoise lyonnaise, où l'on ne parle pas d'argent, mais où l'on vit pour le paraître. Sa plus grande peur n'est pas la faillite, mais le « qu'en dira-t-on ». Dans ce monde, il y avait un chemin,
et un seul. Et mon frère, Bastien, de 3 ans mon aîné, l'a suivi à la perfection. Il était l'héritier désigné, le prince régnant. Brillant à HEC Paris, la meilleure école de commerce de France. Un mariage stratégique avec la fille d'un banquier genevois. Une carrière fulgurante dans l'entreprise de mon père. Il était tout ce qu'ils avaient toujours voulu. Et puis, il y avait moi. Dès mon plus jeune âge, j'étais différent. Pendant que Bastien apprenait le golf et le vocabulaire de la finance, je démontais des ordinateurs dans ma chambre. Ma passion, c'était le code, les lignes de commande, la logique pure des systèmes informatiques. Pour ma famille, c'était un hobby étrange, presque inconvenant. Les ordinateurs, c'est pour les techniciens, pas pour les directeurs, me disait souvent mon père avec un grognement désapprobateur. Je me souviens d'une fois, j'avais peut-être 12 ans. J'avais trouvé un vieux carnet de croquis appartenant à Bastien, caché au fond d'un tiroir. Il était rempli de dessins magnifiques, des études sur l'art de la Renaissance. Il avait un vrai talent, une passion secrète pour l'histoire de l'art. Quand mon père l'a découvert, il est entré dans une colère noire. Il a jeté le carnet au feu en hurlant. « Un l'art n'est pas un artiste de pacotille. » Ce jour-là, j'ai vu quelque chose s'éteindre dans les yeux de Bastien. Il a rangé ses rêves et est devenu la copie conforme de notre père. Peut-être que c'est ce jour-là qu'il a commencé à me haïr. Pas pour ce que j'étais, mais pour la liberté que je représentais. La liberté de poursuivre une passion, même si elle était méprisée. Mon hobby n'a jamais cessé de les irriter. Ils toléraient mes bonnes notes, mais n'ont jamais compris mon obsession. Pour eux, mon monde était un langage barbare, un univers de geeks sans avenir et sans prestige. Ils espéraient que ça me passerait, comme une maladie d'adolescent. Leur espoir a grandi quand j'ai été accepté dans une prestigieuse école d'ingénieurs. Enfin, a soupiré ma mère, soulagée. Il va avoir un diplôme respectable. Il pensait m'avoir enfin remis sur le droit chemin, celui de la normalité, de la sécurité. Il pensait avoir gagné, avoir maté l'esprit rebelle du fils cadet. Il ne savait pas que ce n'était pas la fin, mais le commencement. Dans les amphithéâtres et les laboratoires de cette école, je n'ai pas trouvé la voie de la rédemption qu'ils espéraient. J'ai trouvé une idée. Une idée qui allait me coûter ma famille, ma sécurité, et presque ma raison. Une idée qui allait, des années plus tard, me mettre en couverture de Forbes. Il pensait avoir éteint la flamme. Mais il n'avait fait que jeter de l'huile sur le feu. Et le brasier qui allait en résulter allait tout consumeur sur son passage. C'est arrivé en 2e année. J'avais 22 ans. Alors que je travaillais sur un projet universitaire, j'ai découvert une faille. Pas une simple faille, mais une vulnérabilité fondamentale dans la façon dont les données étaient sécurisées en ligne. En la corrigeant, une idée a germé dans mon esprit, et si, au lieu de simplement réagir aux attaques, on pouvait les anticiper? J'ai passé des nuits blanches, nourries par des litres de café et une excitation presque fiévreuse, à écrire les premières lignes d'un algorithme. Un système d'intelligence artificielle capable de prédire les cyberattaques avant même qu'elles ne se produisent. C'était révolutionnaire. C'était mon avenir. Je savais que j'avais besoin de capitaux pour démarrer. Aveuglé par l'enthousiasme, j'ai fait l'erreur de croire, une dernière fois, en ma famille. J'ai préparé une présentation, des graphiques, un business plan. Je leur ai présenté mon projet un dimanche midi. Le silence qui a suivi ma dernière phrase était glacial. Mon père a été le premier à parler, sans même lever les yeux de son journal économique. Une start-up? Tu veux jeter en l'air un diplôme d'ingénieur pour jouer avec tes ordinateurs? Bastien a ricané. Concentre-toi sur tes études, petit frère. Le monde réel n'est pas un jeu vidéo. Laisse les affaires aux gens qui savent ce qu'ils font. Ma mère, elle, était au bord des larmes. Mais qu'est-ce que vont dire les Durand? Leur fils vient d'entrer à l'ENA. Et toi, tu veux devenir informaticien indépendant? Ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris que je n'obtiendrais jamais leur approbation. Pas pour ce que j'étais vraiment. J'ai compris que je devais choisir, soit devenir la personne qu'ils voulaient que je sois, soit devenir moi-même. La semaine suivante, j'ai officiellement abandonné mes études. La réaction a été nucléaire.
Ma mère a pleuré pendant 3 jours, non pas pour mon avenir, mais pour sa honte sociale. Mon père m'a convoqué dans son bureau. Il était assis derrière son immense bureau en acajou, un cigare à la main. C'est ton dernier choix, a-t-il dit, sa voix grave et sans appel. Soit tu retournes à l'école demain matin, soit tu ne recevras plus un seul centime de cette famille. Tu es dehors. Compris? J'ai regardé mon père, cet homme qui mesurait l'amour en euros et le respect en diplômes. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu peur. J'ai ressenti une sorte de libération. Compris, ai-je répondu calmement. Je suis parti ce soir-là. J'ai fait un seul sac. J'avais 2000 € sur mon compte en banque, toutes mes économies. Alors que je chargeais ma vieille voiture, Bastien est sorti sur le perron. Il ne m'a pas insulté. C'était pire. Il m'a regardé avec une pitié froide et calculée. Tu le regretteras toute ta vie, Étienne. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour réussir. Tu es l'une d'entre elles. Ces mots se sont gravés dans ma mémoire. Ils sont devenus mon carburant. J'ai choisi de m'installer à Marseille. C'était l'antithèse parfaite de Lyon. Une ville portuaire, bruyante, chaotique, pleine de vie et d'énergie brute. Un endroit où personne ne connaissait le nom des Allard. Un endroit où je pouvais être anonyme. Un endroit où je pouvais renaître ou mourir en essayant. En quittant l'autoroute et en voyant les lumières de la ville phocéenne scintiller au loin, je me suis senti seul, terrifié, mais incroyablement vivant. Je ne savais pas que les 2 années suivantes allaient me pousser au-delà de mes limites, me briser et me reconstruire. Je ne savais pas non plus que même à 300 km de distance, l'ombre de Bastien n'avait pas fini de me hanter. Les 2 premières années à Marseille ont été un véritable enfer. L'enthousiasme initial s'est rapidement heurté à la dure réalité. Mon studio de 15 mètres carrés dans un quartier populaire est devenu mon bureau, ma chambre et ma prison. Je travaillais 18 heures par jour, le visage baigné par la lueur bleue de mon écran, le sol jonché de cartons de nouilles instantanées vides. Les 2000 € ont fondu comme neige au soleil. J'ai enchaîné les rendez-vous avec de potentiels investisseurs. Ils voyaient un jeune de 22 ans, sans diplôme, sans expérience, qui leur parlait d'une IA prédictive. Ils souriaient poliment, me serraient la main, et ne rappelaient jamais. Le monde de la tech, surtout à cette époque, était un club fermé où un nom de famille et un carnet d'adresses valaient plus qu'une idée de génie. Au bout de 6 mois, j'étais à sec. Complètement. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir si désespéré que vous ne saviez pas comment vous alliez manger le lendemain? J'y étais. J'ai dû ravaler ce qui me restait de fierté. Je me souviens encore de la marche jusqu'au bureau de la CAF, le centre d'allocation familiale. L'odeur de désinfectant et de désespoir. Le regard fatigué de l'employé derrière le guichet. J'ai rempli les formulaires. J'ai signé les papiers. Je suis officiellement devenu un bénéficiaire du RSA, le revenu de solidarité active. Le jour où j'ai reçu le premier virement, une somme dérisoire, j'ai pleuré. Pas de soulagement, mais de honte. C'est dans cette période sombre que Bastien a porté son coup le plus bas. Un soir, affamé et épuisé, j'ai failli craquer. Le froid de l'hiver marseillais s'infiltrait par la fenêtre mal isolée. Mon estomac criait famine. J'ai attrapé mon vieux Nokia, j'ai fait défiler les contacts et je me suis arrêté sur « Maman ». Mes doigts tremblaient au-dessus du bouton d'appel. J'allais abandonner. J'allais supplier. J'allais rentrer à la maison, la queue entre les jambes. Mais au moment où j'allais appuyer, le visage de Bastien m'est apparu. Son sourire suffisant. Sa phrase, « Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour réussir ». J'ai hurlé de rage et j'ai jeté le téléphone contre le mur. Il s'est brisé en 1000 morceaux. Jamais, me suis-je juré. Plutôt mourir de faim. Quelques semaines plus tard, un miracle s'est produit. Grâce à un ancien contact de l'école, j'ai réussi à décrocher un rendez-vous avec un petit investisseur local, un homme qui avait fait fortune dans l'immobilier mais qui s'intéressait aux nouvelles technologies. Il était intrigué. Il était prêt à investir une petite somme, 20 000 €. C'était tout ce dont j'avais besoin pour survivre, pour prouver que mon concept fonctionnait. Le rendez-vous était fixé un vendredi.
Le jeudi soir, il m'a appelé pour annuler. Sa voix était froide, distante. Désolé, jeune homme. J'ai eu de nouvelles informations. Votre projet est trop risqué. Je me retire. Je n'ai pas compris. Tout s'était si bien passé. Ce n'est que des mois plus tard que j'ai appris la vérité par une indiscrétion. Bastien, par je ne sais quel contact, avait eu vent de cette opportunité. Il avait personnellement appelé cet investisseur. Il s'était présenté comme Bastien Allard, de la financière Allard et Fil. Il avait parlé de son petit frère instable, de son projet d'étudiant fantaisiste. Il avait conseillé à cet homme, pour son bien, de ne pas jeter son argent par les fenêtres. En moins de 10 minutes, il avait anéanti mon seul espoir. Il ne l'avait pas fait pour l'argent. Il l'avait fait pour prouver qu'il avait raison. Pour me voir échouer. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous abandonné? Auriez-vous confronté votre frère? Dites-le moi dans les commentaires. Parfois, le simple fait de partager aide à supporter le poids de l'injustice. Ce soir-là, en apprenant sa trahison, je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai ressenti une rage froide, pure, cristalline. La rage qui vous donne la force de soulever des montagnes. C'était lui contre moi. Et j'allais gagner. Je ne savais pas comment, ni quand. Mais je savais que je n'arrêterais jamais. C'est souvent au fond du gouffre que l'on trouve une prise inattendue, un rebord auquel s'accrocher. Ma prise est apparue sous la forme d'un concours de programmation minable, avec un prix qui allait changer ma vie à jamais. L'affiche était jaunie, scotchée sur la vitrine d'un magasin d'informatique. Un hackathon local, organisé par une association de quartier. Le premier prix, 500 € et une rencontre avec une personnalité du monde de la tech. J'étais désespéré. J'y suis allé sans aucune attente, simplement pour l'éventualité de gagner de quoi payer mon loyer. Pendant 24 heures, je n'ai pas dormi. J'ai codé, alimenté par le café bon marché et la fureur qui ne me quittait plus. J'ai présenté une version embryonnaire de mon algorithme de sécurité. Les autres participants ont présenté des applications de livraison ou des jeux mobiles. J'ai gagné. Haut la main. Le prix de 500 € a été une bouffée d'oxygène. Mais la vraie récompense était la rencontre. La personnalité était une femme d'une 60aine d'années, élégante, avec des yeux vifs et intelligents qui semblaient tous scanners. C'était Madame Valois. Un nom qui ne disait rien au grand public, mais qui était une légende dans le milieu. Elle avait fondé et vendu 2 des plus grandes entreprises de logiciels en France avant de prendre sa retraite. Elle m'a reçu dans son bureau, qui n'était pas un bureau mais une immense bibliothèque surplombant le vieux port de Marseille. Elle ne m'a pas demandé mon diplôme, mon nom de famille ou mes relations. Elle m'a dit une seule chose, montrez-moi votre code. Pendant 1 heure, elle a regardé mon écran en silence, posant de temps en temps une question incroyablement pertinente. Puis, elle a reculé sa chaise, m'a fixé, et a dit, « Jeune homme, ce que vous avez là, ce n'est pas une start-up. C'est une révolution. De combien avez-vous besoin ?» J'étais tellement abasourdi que j'ai balbutié le premier chiffre qui m'est venu à l'esprit. 50 000 €. Elle a ri. Un rire franc, chaleureux. Ne soyez pas ridicule. Je vous donne 100 000 €. Et je veux 10% de votre société. C'est non négociable. Ce jour-là, Oratech est né. Alors que nous mettions en place la structure de l'entreprise, j'ai pris une décision qui allait définir les 12 années suivantes. Je veux rester anonyme, ai-je dit à Madame Valois. Le PDG sera simplement connu sous ses initiales. EA. Elle m'a regardé, surprise. Pourquoi? Dans ce milieu, le visage du fondateur est crucial. Je lui ai expliqué ma stratégie initiale, je voulais que la technologie soit jugée pour ce qu'elle était, pas par un jeune de 24 ans sans diplôme. Je voulais éviter le scepticisme, le paternalisme. Mais au fond de moi, la raison était plus profonde, plus personnelle. La trahison de Bastien et le mépris de ma famille m'avaient profondément marqué. Je m'étais rendu compte que le nom Allard était à la fois un privilège et une malédiction. La richesse, le statut, tout cela pervertissait les relations. Je ne voulais pas que les gens me traitent différemment à cause de mon argent.
Je ne voulais pas devenir comme eux. L'anonymat est devenu mon bouclier. C'était une façon de me protéger, de rester fidèle au garçon qui codait dans sa chambre, non pas pour l'argent, mais par pure passion. Je craignais que la richesse ne me corrompe, qu'elle ne fasse de moi une caricature de mon frère. Madame Valois, avec son incroyable intuition, a compris. D'accord, a-t-elle dit avec un sourire. Alors, mettons ce PDG fantôme au travail. Avec son investissement et son carnet d'adresses, tout a changé. Les portes se sont ouvertes. Nous avons signé notre premier client, une banque régionale. Puis un deuxième. J'ai pu embaucher mes premiers employés. Parmi eux, il y avait Jérôme, un ingénieur brillant, passionné, qui semblait partager ma vision. Je l'ai rapidement promu chef d'équipe. Je lui ai fait confiance. C'était une erreur. Une erreur qui a failli tout me coûter, une fois de plus. Les 12 années suivantes ont été un tourbillon. Oratech a grandi à une vitesse exponentielle. De Marseille, nous avons ouvert des bureaux à Paris, puis à Londres, Berlin et même San Francisco. Notre technologie est devenue la référence en matière de cybersécurité en Europe. Nous protégions les plus grandes banques, des ministères, des infrastructures critiques. Le nom, Oratech, était sur toutes les lèvres dans le monde de la tech. Et son PDG, le mystérieux EA, est devenu une obsession pour les journalistes et les concurrents. Qui était-il? Un collectif de hackers? Un génie reclus? Les rumeurs les plus folles circulaient. Pendant ce temps, ma vie personnelle n'avait pas changé. Je vivais toujours à Marseille, dans un appartement confortable mais sans ostentation. J'avais remplacé ma Peugeot 308 par un modèle plus récent, mais toujours une 308. Pour ma famille, j'étais toujours le pauvre Étienne. Je retournais à Lyon 2 ou 3 fois par an pour les fêtes de famille obligatoires. Chaque visite était une épreuve. Leurs questions étaient pleines de pitié condescendante. Alors, toujours dans ta petite boîte d'informatique, tu arrives à joindre les deux bouts, tu devrais penser à te marier, Étienne, une femme pourrait te stabiliser. J'encaissais en souriant, savourant l'ironie de la situation. La croissance rapide d'Oratech a attiré les talents, mais aussi la jalousie. Et elle est venue de l'intérieur. De Jérôme. L'ingénieur que j'avais promu, que je considérais comme un ami. Il était techniquement brillant, mais il ne supportait pas de travailler pour un fantôme. L'anonymat de EA le rendait fou. Il voulait le pouvoir, la reconnaissance. Il a commencé à faire des erreurs, à prendre des risques inconsidérés. Puis, il a franchi la ligne rouge. J'ai découvert qu'il avait secrètement transmis des informations confidentielles sur notre feuille de route technologique à un de nos principaux concurrents. Il ne l'a pas fait pour l'argent. Il l'a fait par ego, espérant obtenir un poste de direction chez eux en prouvant qu'il était le vrai cerveau derrière notre succès. Ce fut une trahison amère, presque aussi douloureuse que celle de mon frère. Je l'ai convoqué. Il ne savait pas qui j'étais, bien sûr. La réunion s'est faite par visioconférence, avec ma voix modifiée numériquement, comme toujours. Je lui ai présenté les preuves irréfutables de sa trahison. Le silence à l'autre bout de la ligne était assourdissant. Je l'ai licencié sur le champ et nos avocats se sont assurés qu'il ne pourrait plus jamais nuire à l'entreprise. La leçon que j'ai apprise ce jour-là est la suivante. La trahison de votre famille vous endurcit, mais celle d'une personne en qui vous avez placé votre confiance professionnelle est différente. Elle vous rend méfiant, isolé. Elle m'a confirmé que ma décision de rester anonyme était la bonne. Je ne pouvais faire confiance qu'à moi-même et à une poignée de personnes, comme Madame Valois. C'est dans ce contexte, alors que je renforçais encore plus les murs autour de ma véritable identité, que le magazine Forbes m'a contacté. Il préparait un numéro spécial sur les leaders technologiques les plus influents d'Europe. Il voulait un entretien exclusif avec EA. C'était l'offre la plus prestigieuse que nous ayons jamais reçue. J'ai d'abord refusé. Mais Madame Valois m'a convaincue. Étienne, m'a-t-elle dit, tu ne peux pas te cacher éternellement. Oratech est trop grande maintenant. L'entreprise a besoin d'un visage. Et le monde a besoin d'entendre ton histoire. J'ai réfléchi pendant des jours. Elle avait raison. Il était temps. J'ai accepté, à une condition,
que l'article soit publié à une date précise. Au même moment, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Sa voix mielleuse m'annonçait que je devais absolument essayer d'être présent pour les 40 ans de mariage. Tout le monde sera là, ce serait tellement dommage que tu manques ça. Le calendrier était parfait. Presque trop parfait. Le puzzle se mettait en place. Toutes les pièces de ma vengeance, patiemment assemblées pendant 12 ans, allaient enfin trouver leur place. Me voilà donc de retour dans le grand salon de la maison de mon enfance. Le décor n'a pas changé, des meubles d'époque, des tableaux de maître au mur, des tapis persans épais qui étouffent le son de mes pas. L'air est lourd du parfum délice et d'une richesse si vieille qu'elle en est devenue arrogante. Je dis bonjour à la cantonade. Ma mère, Isabelle, s'approche de moi. Elle est magnifique dans sa robe de créateur, mais son sourire se crispe légèrement en voyant ma tenue. Un simple pantalon chino et une chemise bien repassée. Oh, Étienne, tu as mis ça. Sa voix est un murmure, mais la critique est claire. Elle a honte. Mon père, Grégoire, me gratifie d'un hochement de tête depuis l'autre bout de la pièce, sans se lever de son fauteuil où il discute finances avec mon oncle. Son regard passe sur moi sans s'arrêter, comme si j'étais un meuble. Pour lui, je suis invisible. Et puis, il y a Bastien. Il s'approche, un verre de champagne à la main, sa femme Amandine à son bras. Il me jauge de la tête aux pieds, un sourire en coin. Tiens, tiens. Le petit génie de Marseille a enfin réussi à sortir de son garage? Comment vont les affaires de réparation d'ordinateur? Amandine, elle, me regarde avec une sorte de pitié sincère. C'est presque pire. Elle me voit comme un cas social, un pauvre garçon à qui la vie n'a pas souri. Je garde mon calme. Je joue le rôle qu'ils m'ont assigné. Ça va, merci. On se débrouille, je réponds avec un sourire vague. Chaque mot est un mensonge, et ce mensonge est mon armure. Marcel annonce que le dîner est servi. La salle à manger est spectaculaire. Une longue table en acajou, de l'argenterie, des verres en cristal. Des cartons indiquent la place de chacun. Sans surprise, je suis reléguée au bout de la table, le plus loin possible de mes parents. La place des enfants, la place des invités sans importance. Le repas commence. C'est un balai bien huilé de plats gastronomiques et de conversations superficielles. On parle du dernier yacht de l'oncle, de l'admission du fils d'un ami à Polytechnique, des vacances de Bastien à l'île Maurice. Je reste silencieux, mangeant lentement, observant la scène comme un anthropologue étudiant une tribu inconnue. Ils sont tellement prévisibles. Leurs vies sont une succession de réussites matérielles, une compétition constante pour savoir qui a le plus, qui est le plus influent. Ils ne parlent jamais de passion, de doute, de peur. Ils ne parlent jamais de la vraie vie. Bastien, bien sûr, monopolise la conversation. Il raconte comment il a conclu une affaire brillante, comment il a été félicité par le conseil d'administration. Mon père l'écoute, rayonnant de fierté. C'est son œuvre, sa plus grande réussite. Je les regarde et je ne ressens plus de colère. Juste une immense lassitude. Et une impatience grandissante. Je consulte discrètement ma montre sous la table. 20h15, plus que 15 minutes. Leurs voix me parviennent comme un bruit de fond. Ils sont tellement absorbés par leur propre monde qu'ils ne remarquent rien. Ils ne voient pas le calme étrange qui m'habite. Ils ne voient pas l'étincelle dans mes yeux. Ils me voient comme ils m'ont toujours vu, un échec. Le plat principal est servi. C'est là que Bastien décide de se tourner vers moi, attirant l'attention de toute la table. Il va lancer son attaque finale. Celle qu'il prépare depuis le début de la soirée. Je me redresse sur ma chaise. Je suis prêt. Le spectacle va commencer. Et c'est la dernière fois que je serai son spectateur silencieux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le brouhaha des conversations s'arrête. Tous les regards se tournent vers moi. Bastien a ce talent pour devenir le centre de l'attention. Il pose ses couverts avec une lenteur théâtrale,
s'essuie la bouche avec sa serviette en tissu, et me fixe avec une expression de fausse préoccupation. C'est un numéro qu'il maîtrise à la perfection. Étienne, commence-t-il, sa voix forte et claire pour que tout le monde entende bien. Sincèrement, je m'inquiète pour toi. Je ne dis rien. Je le laisse tisser sa toile. Tu as 36 ans maintenant. Tu ne peux pas continuer à vivre au jour le jour, dans cette précarité. Ce n'est pas une vie. Il fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Tu sais, Amandine fait du bénévolat dans une association qui aide les gens à se réinsérer professionnellement. Des gens comme toi, qui ont eu des parcours difficiles. Je vois ma mère hocher la tête, l'air grave. Ton frère a raison, mon chéri. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Tu ne peux pas rester comme ça. Pense à ton avenir, à ta retraite. Ma retraite. C'est presque drôle. Mon portefeuille de placement pourrait financer la retraite de tout le département du Rhône. Bastien continue son monologue. J'en parlais justement avec le directeur des ressources humaines de papa. Ils ont toujours besoin de techniciens pour le service informatique. Ce n'est pas un poste de direction, bien sûr, mais c'est un salaire stable. La sécurité sociale. Une mutuelle. Tu devrais y penser sérieusement. Il me propose un poste de technicien Kidam dans l'entreprise de mon père. L'humiliation est totale, publique. Il ne me voit pas seulement comme un raté, mais comme quelqu'un d'incapable, qu'il faut prendre par la main comme un enfant. Je reste impassible, le regard planté dans le sien. Mon calme semble le déstabiliser. Il s'attendait à ce que je baisse les yeux, que je marmonne des excuses. Alors, il décide de porter le coup de grâce. Il prend une gorgée de son vin, un grand cru classé de Bordeaux qui coûte 800 € la bouteille. Il repose son verre, et avec un petit rire, un rire qui se veut léger mais qui est rempli de venin, il lance la phrase fatale. Ou alors, dis-moi la vérité. On est en famille. Tu touches toujours le RSA? Le silence. Un silence de mort. Même pour les standards de ma famille, la question est d'une brutalité inouïe. C'est une attaque directe, personnelle, conçue pour me détruire devant tout le monde. Je vois mon oncle et ma tante baisser les yeux, mal à l'aise. Amandine, la femme de Bastien, est devenue blême. Mon père fronce les sourcils, non pas par désapprobation, mais par lassitude face à mon cas désespéré. Ma mère a l'air horrifiée, non pas par la méchanceté de son fils aîné, mais par la mention publique de quelque chose d'aussi pauvre que le RSA. Tout le monde me regarde. Ils attendent ma réponse. Ils attendent que je m'effondre. Que j'admette ma défaite. Bastien savoure son triomphe. Il a le sourire du prédateur qui vient d'acculer sa proie. Il a gagné. C'est ce qu'il croit. Je regarde ma montre. 20h29. Parfait. Je lève les yeux de ma montre, je regarde mon frère, et je lui offre un sourire. Un vrai sourire. Pour la première fois de la soirée. C'est un sourire qui ne contient aucune trace de peur ou de honte. C'est un sourire qui le déconcerte complètement. Et c'est à cet instant précis, comme dans un film parfaitement scénarisé, que la porte de la salle à manger s'ouvre. Marcel est là. Son visage est grave, presque solennel. Il tient un grand paquet plat en carton rigide, scellé par un ruban rouge sur lequel est écrit en lettres capitales, confidentiel, urge. Veuillez m'excuser pour l'interruption, dit Marcel d'une voix qui, bien que respectueuse, coupe court au silence pesant. Il s'avance dans la pièce, ses pas feutrés sur le tapis épais. Il ne regarde personne d'autre que moi. Monsieur Étienne, ceci vient d'arriver pour vous. Un coursier spécial de Paris. Il avait pour instruction formelle de vous le remettre en main propre à 20h30 précise. Tous les visages, figés par la question de Bastien, se tournent maintenant vers le paquet. La confusion est palpable. Un colis urgent pour moi? Le raté? L'invisible? Bastien fronce les sourcils. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Une saisie d'huissier, lâche-t-il, essayant de reprendre le contrôle par une dernière tentative d'humour méprisant. J'ignore sa remarque. Je remercie Marcel d'un hochement de tête. Il me tend le paquet.
Le carton est froid et rigide sous mes doigts. Le poids de 12 années de travail. Je prends mon temps. Je déchire lentement le seau de sécurité. Chaque seconde qui passe étire la tension à son maximum. Je sors le contenu. C'est un magazine, protégé par un film plastique. Avec un geste lent et délibéré, je le pose au milieu de la table, juste à côté d'un plat de fromage affiné et de la bouteille de vin à 800 €. Face visible. Le choc est instantané. Brutal. Silencieux. C'est comme si une grenade avait explosé au milieu de la pièce, mais une grenade qui ne produit aucun son, seulement une onde de choc qui paralyse tout sur son passage. Mon visage. En gros plan. Pas le visage fatigué et mal rasé qu'ils ont en face d'eux, mais une photo professionnelle, prise dans un studio. Je porte un costume sur mesure. Mon regard est calme, déterminé. Et en travers de ma photo, en lettres énormes, le titre du magazine le plus prestigieux du monde des affaires. Forbes. Et en dessous, la phrase qui fait tout basculer, Étienne Allard, rencontré EA, le PDG milliardaire le plus secret de la tech. Le temps s'est arrêté. Je lève les yeux et j'observe leur réaction. C'est un tableau que je n'oublierai jamais, gravé à jamais dans ma mémoire. Mon père, Grégoire. Il était en train de lever son verre de vin à ses lèvres. Sa main s'est figée à mi-chemin. Le verre tremble. Puis il lâche. Le cristal se brise sur son assiette dans un bruit sec, et le vin rouge, comme du sang, éclabousse la nappe d'un blanc immaculé. Ses yeux sont rivés sur la couverture, sa bouche est entr'ouverte. L'homme qui contrôle tout vient de perdre totalement le contrôle. Ma mère, Isabelle. Elle a porté ses deux mains à sa bouche, ses bagues étincelant sous la lumière du lustre. Le son qui s'échappe est un hoquet étranglé. Un « oh mon Dieu » qui n'est pas une prière, mais une constatation d'horreur sociale. Son monde de faux-semblants vient de s'effondrer. Amandine, la femme de Bastien. Elle regarde la couverture, puis me regarde, puis regarde son mari. Et dans ses yeux, je vois pour la première fois non pas de la pitié pour moi, mais quelque chose qui ressemble à du dégoût pour lui. Le masque de la femme parfaite s'est fissuré. Et enfin, Bastien. Oh, Bastien. Sa réaction est la plus belle, la plus complète. Son visage passe par toutes les couleurs. Le rouge de la suffisance, puis le blanc de l'incompréhension, puis un vert maladif de pur choc. Il attrape le magazine, ses mains tremblent si fort qu'il peine à le tenir. Il le secoue, le retourne, comme pour vérifier si c'est un montage, une farce. Ses lèvres bougent, mais aucun son n'en sort. L'architecte de mon humiliation est devenu la victime de sa propre ignorance. C'est une blague, balbutie-t-il enfin, sa voix n'étant plus qu'un filet rauque. C'est un faux. Tu as payé pour faire un faux magazine? L'absurdité de son accusation est presque touchante. Dans son monde, tout s'achète, même la réalité. Je le regarde calmement. Le moment que j'ai rejoué 1000 fois dans ma tête est enfin là. Je prends une gorgée d'eau, lentement. Puis je réponds, ma voix posée, tranchante comme une lame. Un faux? Non, Bastien. C'est une avant-première. Il sera en kiosque demain matin dans toute la France. Je fais une pause, le laissant absorber l'information. Puis j'ajoute, en le regardant droit dans les yeux, tu veux lire l'article? Ils y estiment la valeur d'Oratech à 11 milliards d'euros. Et ma fortune personnelle, à environ 4,2 milliards. Bien que, entre nous, je trouve leur estimation un peu conservatrice. Le mot « milliard » flotte dans l'air, obscène, irréel. Bastien lâche le magazine comme s'il était brûlant. Il s'affale sur sa chaise, le souffle coupé. Vaincu. Mon père, sortant de sa torpeur, me fixe. Sa voix, habituellement si autoritaire, n'est plus qu'un murmure tremblant. Étienne. Qu'est-ce que ça veut dire? L'heure de la vérité a sonné. Pas seulement la vérité sur mon succès, mais la vérité sur eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je répète la question de mon père, lentement, en savourant chaque syllabe. Ça veut dire que le projet d'étudiant fantaisiste a plutôt bien marché. Ça veut dire que le petit génie de Marseille n'est pas si petit que ça. Ça veut dire que EA,
le fondateur d'Oratech, c'est moi. Étienne Allard. Le nom de ma société, qu'ils ont dû voir des dizaines de fois dans les pages économiques de leurs journaux, résonne enfin dans leur esprit. La pièce de puzzle manquante vient de s'emboîter, révélant une image qu'ils sont incapables de comprendre. Ma mère est la première à réagir, avec la question que j'attendais, la question qui révèle toute leur vision du monde. Mais, pourquoi? Pourquoi tu nous as caché ça? À ta propre famille. Sa voix est un mélange de blessures et d'accusations. Comme si j'étais le coupable. Je la regarde, et pour la première fois, je ne ressens aucune envie de me justifier. Juste le besoin de leur dire la vérité. Ma vérité. Je n'ai pas caché mon succès, maman, je réponds calmement. J'ai caché ma richesse. Et ce sont deux choses très différentes. J'ai voulu voir si, un jour, la personne que je suis serait suffisante pour vous. Sans les milliards, sans les titres, sans la réussite. Juste moi. Étienne. Et pendant 12 ans, vous m'avez donné la réponse. La réponse était non. Je me tourne vers mon père. Tu me demandes ce que ça veut dire, papa? Ça veut dire que tu avais tort. Il n'y a pas un seul chemin. Le succès ne se mesure pas seulement avec un diplôme d'HEC et un carnet d'adresses. Il se mesure avec la passion, la détermination, le risque. Des choses que tu as oubliées depuis longtemps. Puis, mon regard se pose sur Bastien. Il est livide, recroquevillé sur sa chaise. Il n'est plus le prédateur. Il est la proie. Et toi, mon frère, je dis, ma voix se durcissant. Le RSA? Vraiment? C'était ton dernier mot? Laisse-moi te poser une question. Te souviens-tu d'un certain investisseur marseillais, il y a 12 ans? Un homme que tu as appelé pour lui dire que ton petit frère était instable? Tu as essayé de me détruire, Bastien. Pas parce que tu pensais que j'allais échouer. Mais parce que tu avais peur que je réussisse. Que je réussisse à ma façon. Loin de papa, loin de ce monde qui t'a broyé, toi et tes rêves de carnet de croquis. La mention du carnet de croquis est un coup bas. Je le sais. Et ça marche. Une lueur de douleur pure passe dans ses yeux. Pour la première fois, je ne vois plus l'arrogance, mais le garçon de 12 ans à qui on a volé ses rêves. Il s'effondre. Pas physiquement, mais intérieurement. C'est visible. Toute la structure de sa vie, basée sur sa supériorité sur moi, vient de se désintégrer. Nous ne savions pas, commence ma mère, la main sur le cœur. Bien sûr que vous ne saviez pas, je la coupe, ma voix montant d'un cran. Pour savoir, il faut demander. Il faut s'intéresser. Quand m'avez-vous demandé pour la dernière fois ce qui me passionnait dans mon travail? Ce qui me faisait me lever le matin? Jamais. Vos seules questions étaient, est-ce que tu gagnes assez d'argent? Est-ce que tu ne nous fais pas honte? Votre inquiétude n'a jamais été pour mon bonheur, mais pour votre réputation. La vérité est là, crue, brutale, posée sur la table au milieu des débris du verre de vin de mon père. Il commence à bafouiller des excuses. Des tentatives de réécrire l'histoire. Mais nous avons toujours cru en toi, nous voulions seulement te protéger. Des mensonges. Des mensonges pour se protéger eux-mêmes. Je ne les écoute plus. Je me lève. Le dîner est terminé. Ma performance est terminée. Je vous remercie pour cette soirée mémorable, je dis avec une ironie glaciale. Joyeux 40e anniversaire de mariage. Je me tourne pour partir. Je n'ai plus rien à leur dire. Le silence, maintenant, est leur seule punition. Alors que je me dirige vers la sortie, Marcel est là, dans le hall, pour m'aider à enfiler mon manteau. Il ne dit rien, mais son regard en dit long. Il y a une lueur de fierté, de respect. C'est la seule approbation dont j'ai besoin ce soir. Je sors dans la nuit fraîche. L'air n'a jamais semblé aussi pur. En montant dans ma Peugeot, je jette un dernier regard à la maison. Les lumières sont vives, mais à l'intérieur, je sais que tout est sombre. Je ne ressens pas de joie triomphante. Je ressens une sorte de paix. Une page est tournée. Un livre est fermé. 3 mois ont passé. La couverture de Forbes a fait l'effet d'une bombe, non seulement dans ma famille,
mais dans tout le monde de la tech. J'ai dû m'habituer à la lumière, aux interviews, à la reconnaissance. Mais je l'ai fait à mes conditions. La première chose que j'ai faite avec ma nouvelle visibilité a été de créer la Fondation Valois l'Art. J'y ai injecté 200 millions d'euros de ma fortune personnelle. Sa mission, financer des jeunes entrepreneurs issus de milieux défavorisés, en particulier ceux qui, comme moi, ont connu la précarité et le RSA. Le succès n'est réel que s'il est partagé. Et ma famille? La dynamique a changé, bien sûr. L'argent change tout. Ma mère m'appelle tous les jours. Elle essaie de rattraper le temps perdu, de s'intéresser à mon travail. C'est maladroit, souvent superficiel, mais c'est un début. Mon père a tenté de me donner des conseils financiers et de me proposer des opportunités d'investissement dans ses propres affaires. J'ai poliment refusé. J'ai établi des limites claires. Bastien est celui qui a le plus changé. La révélation l'a brisé, mais peut-être était-ce nécessaire. Il m'a envoyé un long email, 3 pages d'excuses confuses où il admettait pour la première fois sa jalousie. Nous nous sommes vus, une fois, dans un café neutre à mi-chemin entre Lyon et Marseille. C'était tendu, étrange. Il n'y a pas eu de grande réconciliation. Les cicatrices sont trop profondes. Mais pour la première fois, nous nous sommes parlé comme 2 adultes, pas comme le prince et le paillasson. Je sais que nos relations ne seront jamais simples. Elles sont un chantier permanent. Mais au moins, maintenant, elles sont basées sur la vérité. Ce soir-là, au dîner, je ne suis pas seulement devenue riche à leurs yeux. Je suis devenue réelle. La richesse n'a pas changé qui j'étais. Elle a simplement forcé les autres à me voir enfin. Et c'est là que réside la plus grande des ironies. L'argent ne définit pas qui vous êtes, il ne fait que révéler qui sont les autres. La couverture de Forbes n'était pas ma vengeance. Ma vraie vengeance, c'est de vivre chaque jour selon mes propres règles. C'est la fondation. C'est de prouver que l'on peut réussir non pas malgré ses origines, mais grâce à elles. La vraie revanche, c'est de ne plus jamais avoir besoin de l'approbation de personne pour savoir qui l'on est. Avez-vous déjà dû prouver votre valeur à vos proches? Avez-vous déjà ressenti ce mélange de douleur et de satisfaction lorsque la vérité éclate enfin? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences sont importantes. Si cette histoire a résonné en vous, merci de laisser un j'aime, de vous abonner, et de la partager avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre que la seule opinion qui compte vraiment, c'est la sienne. Merci de m'avoir écouté.